Cela fait 9 jours que Mohamed Amra s'est évadé lors d'une opération sanglante qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Il est depuis en cavale, l'homme le plus recherché de France. Bonjour Stéphane Selami. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes grand reporter au service police-justice de BFM TV et vous avez mené une longue enquête sur ce que faisait l'homme le plus recherché de France lorsqu'il était en prison. J'accueille aussi Wilfried Fonck. Bonjour. Vous êtes Bonjour. secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice. J'aimerais dans un instant que vous puissiez réagir à ces informations, à ce récit de Stéphane Selami. Stéphane, vous nous révélez ce matin que Mohamed Amra gérait son trafic quasiment en toute impunité depuis sa cellule de prison et au fond presque comme s'il était, j'allais dire, en télétravail depuis la prison, quoi. Oui, alors le terme télétravail est peut-être un petit peu exagéré, mais effectivement, ce qu'on découvre, c'est que même au-delà de son trafic, il gérait ses affaires, parce qu'il ne gérait pas que le trafic. Ce qu'on comprend à la lecture des informations qu'on a pu glaner au sein du service police-justice de BFM TV, c'est que oui, il gère ses terrains, c'est comme ça qu'il les appelle dans le jargon des trafiquants, donc ses points de deal. Il passe ses ordres. Il est très très menaçant par rapport à ses employés, on va dire, ou ses associés, ses lieutenants, mais aussi par rapport aux payeurs récalcitrants, ceux qui ne règlent pas leurs dettes. C'est tout de suite des menaces de mort, c'est des menaces de violence. Ça part très très loin dans l'ultra-violence, vraiment. Il est extrêmement menaçant. Et on découvre aussi qu'il a même géré un enlèvement en direct piloté depuis sa cellule de prison avec une flotte de téléphones portables, puisqu'on sait aujourd'hui qu'entre les mois de janvier et mai 2023, 9 téléphones ont été saisis. 9 téléphones ont été saisis dans sa cellule à la prison de la Santé à Paris. En fait, il gère ses affaires, son business, depuis sa cellule. Il a aussi trouvé une forme de confort. On parle d'une chicha qu'il a avec lui, de drogue qui lui est livrée, de repas quasi Deliveroo. En fait, on parle d'un clan Amra. C'est la justice qui en parle en ces termes, en novembre dernier, qui parle d'un clan Amra. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par le terme clan ? C'est une équipe structurée autour de sa personne. Ce n'est pas un clan familial, ce sont ses lieutenants, ses associés, ses subordonnés. Et il dispose notamment de gens qu'on va appeler des jeteurs. C'est comme ça aussi qu'ils appellent dans le jargon des trafiquants. C'est qui les jeteurs ? En fait, les jeteurs, c'est des gens qui sont missionnés pour vous apporter ce dont vous avez besoin en détention. Ça peut être des téléphones, des cartes SIM, des cartes bancaires prépayées, des recharges de téléphone et aussi sa consommation de drogue. Et tout ça est jeté par-dessus les murs de la prison et ensuite récupéré par un système, alors on appelle ça le yo-yo, mais je crois que le délégué pénitentiaire vous expliquera ça mieux que moi. Il récupère ça avec ce qu'on appelle un yo-yo, un système pour récupérer ses colis jetés par-dessus les murs de la prison, souvent à l'intérieur de balles de tennis, pour justement que ça ne se casse pas quand ça atterrit sur le sol de la prison. Ils récupèrent ça ensuite et puis ils en font usage à l'intérieur de leur cellule. Absolument hallucinant, et vous avez encore d'autres révélations, on y revient dans un instant, mais à ce stade, je voudrais quand même avoir votre réaction, Wilfried Fonck. Évidemment, vous êtes une profession en deuil, c'est absolument tragique. 2 de vos collègues ont été assassinés, les autres ont été blessés lors de cette attaque du fourgon dans lequel se trouvait Mohamed Amra, mais tout de même, j'ose quand même vous le dire, est-ce que les prisons sont encore des prisons ? Est-ce que vous gardez vraiment des prisons quand on voit que 9 téléphones portables ont pu passer entre ses mains, quand on voit qu'il se fait livrer sa drogue, ses repas ? Écoutez, on ne cesse depuis des années, j'allais dire, de répéter la même chose, à savoir que les prisons françaises sont malades et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en œuvre un traitement de choc. Il est évident que les prisons en France aujourd'hui sont confrontées à la fois à un manque de moyens terrible en termes de ressources humaines, en termes de moyens matériels, en termes de moyens financiers. À chaque fois, on tient les mêmes discours. Là, ce que vous nous dites concernant cet individu, effectivement, moi, ça me surprend à moitié. C'est-à-dire qu'on sait très bien, en tant que personnel pénitentiaire, ce qui se passe à l'intérieur des prisons. On est conscient, en fait, qu'on est finalement... C'est pas une surprise. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous, tout ça n'est pas une surprise. Mais alors quel désolement, pardon. Mais oui, et c'est pas faute d'alarmer, j'ai envie de dire, les gardes des Sceaux qui se succèdent depuis une trentaine d'années. C'est pas non plus faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme auprès des gouvernements. C'est pas nouveau, cette situation-là, elle dure depuis Obama. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans cette administration, ça fait 25 ans que je connais les mêmes problèmes. On n'a jamais réussi
réussi. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens pour pouvoir aller contrecarrer ce genre de choses. Mais je vais vous poser Donc, quand même la question très technique, c'est-à-dire, pardon Wilfried Fonck, mais enfin, quand il y a des téléphones portables qui arrivent, ils arrivent comment? C'est-à-dire que comment c'est possible qu'ils passent l'enceinte de la prison, qu'ils arrivent jusqu'à sa cellule, qu'ils soient activés dans sa cellule? C'est-à-dire, ou alors peut-être que c'est volontaire, hein, peut-être que vous vous dites, au fond, on va lui laisser le téléphone, comme ça on le mettra sur écoute, mais dans ce cas-là, ça n'a pas été d'une efficacité probante, puisque malheureusement, ça n'a pas empêché cette abominable évasion. Mais comment c'est possible? C'est-à-dire, ça passe quoi? Ça passe un premier sas, ça passe un deuxième sas? Je comprends pas. Alors, Apolline, je vous arrête tout de suite. Il n'y a rien de volontaire dans ce genre de choses parce qu'on est très bien conscient en tant que personnel que ces téléphones, notamment, mais aussi bien d'autres objets, remettent en cause finalement la sécurité de la structure, la sécurité des personnels et plus largement encore la sécurité des personnes dont on a la charge. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, vous faisiez référence à des jeteurs. Alors, en fait, à l'extérieur, vous avez des équipes bien organisées qui sont chargées de venir devant les prisons et c'est pas typique de la santé, c'est typique de l'ensemble des prisons sur le territoire. Et où, quand vous avez besoin de quelque chose, vous passez une commande et puis des gens viennent au pied des murs d'enceinte, ils jettent des colis, donc effectivement au-dessus de ce mur, et derrière aussi à l'intérieur, vous avez des petites équipes bien organisées qui sont chargées de récupérer ce qui a été jeté, et puis une fois que c'est récupéré, ça remonte et ça arrive à son destinataire. Et j'imagine Voilà, que tout ce petit monde est payé, en fait, à chaque étape. Hein. Ah, alors ça, après, je ne sais pas comment fonctionne le business, mais Payé je pense ou que oui. menacé. Mais Payé ou menacé, c'est-à-dire que quelque part, vous avez des gens qui vont, par exemple, conserver des téléphones portables dans leur cellule, soit parce qu'ils font l'objet de pression, soit parce qu'ils vont faire l'objet, quelque part, d'une protection de quelqu'un qui dispose d'une aura beaucoup plus vous, quand vous plus trouvez le importante. téléphone, vous en faites quoi? Eh ben, les téléphones sont saisis par les personnels. Il y a une procédure disciplinaire administrative qui se met en place. Et une fois que le téléphone est saisi, il est saisi. C'est-à-dire qu'on en reste là. C'est-à-dire que nous, en tant que personnel pénitentiaire, on n'a pas de moyens législatifs de rentrer dans une procédure, entre guillemets, judiciaire et d'enquête et de pouvoir faire parler les téléphones. C'est pas notre job, en fait. Je comprends. Wilfried Fonck, je voudrais qu'on aille encore plus loin dans les révélations parce que Stéphane Selamy, vous avez également obtenu des informations qui montrent qu'il a carrément passé commande pour littéralement des armes de guerre. Ah oui, clairement, c'est ce qu'on découvre aussi au fil de nos investigations, c'est que Mohamed Amra a surnommé la mouche, la chemou, Momo, Moumouche aussi, par ses lieutenants et par ses proches. Il passe commande, comme vous venez de le rappeler, d'armes de guerre, mais il est très précis. Il parle d'armes américaines. Il veut absolument des armes qui tirent en mode rafale. Et il parle, surtout, il donne un point précis des AR. En fait, ça correspond à un modèle très précis. AR-15 sont des armes modèle américain, de fabrication américaine, et ça correspond, en tout cas, il y a une arme similaire qui a été utilisée par l'un des membres du commando venu l'extraire de son fourgon. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait pu éventuellement, depuis sa prison, commanditer précisément les armes qui ont servi ensuite à son évasion? La question se pose très clairement, même si cette commande, ce contact qu'il a à l'extérieur avec son fournisseur, ça, on sait que ça remonte au mois de novembre 2022, donc 1 an et demi avant son évasion. Mais on peut se poser la question si déjà il n'était pas en train de préparer son évasion. Évidemment, oui. Quand on entend, vous disiez, il faisait preuve d'une extrême violence, y compris dans ses propos, dans les menaces vis-à-vis de ses complices, de ceux qui travaillaient pour lui. C'est quel genre de propos? Ah bah c'est des insultes, il les agonie d'injures en permanence, il dit qu'il va s'en prendre à leurs proches, à leurs femmes, à leurs parents. Il est extrêmement violent dans les propos. Il a une espèce de férocité dans son langage aussi, très ordurier. Donc, il terrifie. Ah, en tout cas, on peut parler d'emprise. On sent qu'il a cette emprise en fait sur son entourage, sur ses lieutenants et les gens avec lesquels il travaille. Un mot sur la traque de Mohamed Amra. On en est où? Alors ça, c'est une très bonne question. Les enquêteurs, évidemment, poursuivent leur recherche. On a aujourd'hui plus de 400 policiers qui travaillent sur sa traque. Il y a notamment les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Vous imaginez bien que tous ses proches ont été entendus, et d'ailleurs on l'avait révélé, et que il y a des gens qui sont aussi évidemment très surveillés en ce moment pour voir si ça permet de remonter la piste d'Amra et de son commando. Une enquête remarquable, donc signée Stéphane Selamy. Merci à vous d'être venu avec tout le service police-justice de BFM TV. Vous avez donc recueilli ces informations. Merci pour votre réaction, Wilfried Fonck, vous qui êtes donc secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA Justice. 9 jours que Mohamed Amra est donc en cavale.